On va garder une certaine logique par rapport à la présentation tout à l'heure et on va essayer de proposer des stratégies thérapeutiques adaptées aux situations inflammatoires et infectieuses des patients schizophrènes et bipolaires. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un déséquilibre saisonnier des naissances chez les patients schizophrènes et bipolaires avec un excès de naissance hivernale qui sont liés à beaucoup de facteurs, notamment les carences vitaminiques, la grippe, les carences nutritionnelles également, le problème de luminosité. Donc pour pallier à ces difficultés, ce qui a été proposé notamment au deuxième trimestre de grossesse, c'est de mettre la luminothérapie chez les femmes enceintes dans l'hypothèse que ça pourrait rééquilibrer la chronobiologie des femmes enceintes au deuxième trimestre pendant le solstice d'hiver, puisque on a montré que les concentrations de mélatonine étaient moins bonnes, que la température corporelle, enfin le minimum de température corporelle augmentait chez ces femmes enceintes, et que ce n'était pas sans conséquence sur le cerveau des futurs patients schizophrènes, puisque ça entraînait des modifications hippocampiques et avec une augmentation de la dopamine au niveau nigrostriatal. Donc de fait, il propose de mettre de la lumière chez les femmes enceintes en deuxième trimestre de grossesse pendant le solstice d'hiver. Chez les patients schizophrènes, on retrouve également des anomalies des rythmes circadiens et avec notamment une comorbidité très forte de dépression, de troubles du sommeil, de troubles de la vigilance. Donc ce qui a été proposé, et notamment, il a été retrouvé que lorsqu'on donnait de la luminothérapie chez ces patients, on avait une amélioration spectaculaire des symptômes dépressifs et des troubles du sommeil. Dans cette étude, on montre qu'il existe une amélioration globale des symptômes généraux chez les patients schizophrènes traités par luminothérapie. Une des autres hypothèses au déséquilibre saisonnier des naissances, c'est les carences vitaminiques et notamment la vitamine D, qui a été très étayée dans la littérature avec parfois certaines controverses. On sait qu'elle est en carence chez les patients schizophrènes puisque 97% d'entre eux seraient carencés en vitamine D. Je suis sûre que vous ne contrôlez pas régulièrement chez vos patients les dosages en vitamine D, vous ne leur en donnez même pas, je pense, comme nous tous. L'attitude agit aussi sur la vitamine D et donc sur cette corrélation avec les incidences de schizophrénie. Que chez les sujets qui ont une peau foncée, fatalement la vitamine D est moins présente et donc il y a un risque plus important de schizophrénie. On sait qu'il y a des corrélations fortement positives avec l'incidence de la schizophrénie et notamment ce qu'il a été montré, c'est que chez les enfants supplémentés dans leur première année par vitamine D mais à forte dose, avaient un risque de 31% moins grand à l'âge adulte de développer une schizophrénie. Parallèlement aussi, chez les femmes qui ont été supplémentées, mais à des supplémentations plus fortes de vitamine D, on sait que l'émergence, ou en tout cas la transition vers des troubles psychotiques, est beaucoup plus moins importante que chez les femmes qui n'ont pas été supplémentées correctement en vitamine D. D'où la nécessité de donner de la vitamine D chez les sujets avant l'émergence de vitamine D. Alors, cette étude, elle a aussi également montré, et vient rebondir là-dessus, que chez les patients présentant un premier épisode psychotique, on a fait 3 fois plus de carences en vitamine D que chez les sujets qui ne l'avaient pas présenté, d'où l'importance de supplémenter les patients. L'autre facteur de risque qui a été incriminé et aussi sujet à controverse, ce sont les pandémies de grippe, notamment la grippe espagnole, qui ont succédé avec les incidences de schizophrénie qui auraient été augmentées. À l'époque, il y avait un article dans le British, là, que je vous montre ici, qui avait estimé que 87% des cas de schizophrénie étaient liés au virus de la grippe, ce qui paraîtrait un peu excessif. Et finalement, ça a été infirmé en regardant en recensant exactement les cas de grippe et les cas de schizophrénie suivant les grippes contractées pendant le premier trimestre de grossesse. Et ce chiffre a largement diminué. Ce qu'on peut dire, c'est que les études danoises notamment, qui ont mesuré les anticorps antigrippaux chez les femmes enceintes au premier trimestre de grossesse, conféraient un risque de schizophrénie multiplié par 7 dans la descendance. Alors, quid de la vaccination? Donc, évidemment, chez les femmes enceintes, c'est un peu compliqué, mais chez les souris parturientes, c'est possible. Et notamment, ces souris qui ont été, les mères parturiantes qui ont été infectées par le virus de la grippe ou le LPS, qui est la paroi extérieure des bacilles grammes négatifs, ils ont regardé qu'est-ce que ça faisait sur le comportement de la descendance. Et si on vaccinait au deuxième trimestre, l'équivalent, on va dire, chez les souris, est-ce que ça avait un effet sur le comportement de la souris et sur la neurogénèse de ces souris?
Alors ce qu'ils observent, c'est que chez les souris descendantes dont les mères ont été vaccinées, on a une amélioration de la neurogénèse qui s'accompagne d'améliorations cognitives au niveau spatial, au niveau comportemental, et donc d'où l'intérêt de vacciner les souris et peut-être les humains un jour afin d'enrayer l'évolution vers une schizophrénie. Alors, je voulais juste recenser là encore d'autres facteurs de risque qui ont été associés dans la schizophrénie. C'est la diapo que je vous ai présentée tout à l'heure. Il y a les facteurs qui peuvent être liés en périnatal, et notamment les infections. Et là, je pense à celles qui ont un tropisme neurologique, comme les virus de l'herpès et les virus ou CMV. Il y a les stress aussi pendant l'enfance. Tout cela va modifier, en tout cas, être associé à la schizophrénie. Un en particulier, ce sont les virus de l'herpès. Alors les virus de l'herpès ont été fortement associés à la schizophrénie lorsqu'ils sont contractés pendant la grossesse, mais la particularité aussi, c'est que ça entraîne des difficultés, des troubles cognitifs marqués chez les patients schizophrènes et chez les patients bipolaires qui ont été infectés par le virus à un moment ou à un autre. Et notamment, il y a des scores composites de troubles neurocognitifs qui ont été retrouvés chez les patients infectés par la HSV1 par rapport à d'autres virus ou parasites, avec une forte prévalence de troubles neurocognitifs chez ces sujets-là qui ont été infectés, et en particulier au niveau de la vigilance, au niveau de la mémoire verbale et de la mémoire différée. Il s'avère également qu'il y a d'autres facteurs de risque qui sont associés aux troubles cognitifs chez les patients schizophrènes et controversés, notamment le tabac. Pendant très longtemps, on a pensé que le tabac était utilisé à visée d'automédication, et notamment pour corriger la P50, pour éviter les phénomènes hallucinatoires, et une meilleure tolérance, notamment des antipsychotiques. Or, il a été montré que le tabac chez les patients schizophrènes, d'abord qui est très fortement associé, entraîne et altère les fonctions cognitives de ces patients schizophrènes. Et de fait, va s'accumuler, s'associer aux virus neurotropes pour altérer d'autant plus la mémoire verbale immédiate et différée, qui sont des fonctions cognitives majeures chez les patients schizophrènes. Ces anomalies ont une inscription neuroanatomique, puisque on sait que chez les patients schizophrènes pour lesquels il y a un allèle du gène du majeur complexe d'histocompatibilité qui est important dans la défense de l'organisme contre ces virus, lorsqu'il est altéré et que le patient contracte un virus de l'herpès, il y a des altérations au niveau de la substance grise, et notamment au niveau du cortex préfrontal chez ces patients schizophrènes. De fait, il a été proposé, puisque chez les patients schizophrènes infectés, qui correspondent à peu près à 2/3 des populations, on a de l'HSV1 qui va entraîner des troubles neurocognitifs et qui est associé à la maladie, c'est de proposer du valacyclovir en add-on chez ces patients-là, avec un minimum de traitement par antipsychotique pendant 3 semaines. Lorsqu'on a additionné des antiviraux à ces patients qui étaient infectés par le CMV positif, on avait une amélioration globale sur les dimensions de l'échelle de la PANSS chez les patients schizophrènes traités par ces antiviraux, probablement lié au fait qu'ils diminuaient les phases de réplication lytique du virus et entraînaient une diminution de sa réplication, en tout cas in vivo, mais ça a déjà été montré in vitro. Alors par ailleurs, donc, il y a plusieurs antibiotiques qui ont été utilisés chez les patients schizophrènes et les patients bipolaires, et notamment la minocycline, qui confère beaucoup à l'implication des récepteurs en MDA, et notamment la voie glutamatergique, puisque la minocycline, il s'est avéré qu'on s'est aperçu que ça avait une possibilité d'antagoniser les récepteurs en MDA, et donc de diminuer le glutamate et d'améliorer les symptômes, notamment cognitifs, chez les patients schizophrènes. Par ailleurs, l'aminocycline a la particularité aussi d'avoir des effets neuroprotecteurs et anti-inflammatoires, puisqu'elle diminue le LPS. Le LPS, c'est un microbe qui est très fréquent dans la flore digestive et qui améliore aussi, qui a donc des propriétés anti-inflammatoires. L'aminocycline, lorsqu'elle est utilisée chez les patients qui ont présenté un épisode schizophrénique récent, est très efficace. Et par ailleurs, lorsqu'il y a des symptômes négatifs, et ça toutes les méta-analyses le montrent, d'où l'intérêt d'utiliser cette molécule, et notamment par le biais des glutamates. Alors, par ailleurs, je vous ai parlé tout à l'heure du parasite Toxoplasma gondii. Il est important de choisir son thymorégulateur ou son antiparasitaire en fonction de ses propriétés in vitro. On sait que chez les sujets sains qui ont été traités par lithium, on a remarqué qu'il y avait une diminution des herpès labiaux et la fréquence des bronchites et des sinusites chez ces sujets-là, probablement liées aux propriétés anti-inflammatoires du lithium qui sont connues.
Par ailleurs, on sait que certains thymorégulateurs, on va le voir tout à l'heure, ont des activités antiparasitaires reconnues in vitro. In vivo, c'est un peu plus compliqué. On sait que les ECT aussi modifient les paramètres immuno-inflammatoires chez les patients. Avant et après les séances, on n'a pas du tout les mêmes profils inflammatoires et ça a tendance à baisser l'inflammation. Et que par ailleurs, il y a beaucoup d'antipsychotiques, enfin de neuroleptiques qui ont été, en premier lieu, développés comme antibactériens. Donc partant de cela, il s'avère important peut-être chez les patients qui sont infectés par le parasite ou infectés par certaines bactéries d'utiliser un antipsychotique ou un thymorégulateur en fonction de son profil parasitaire. Alors effectivement, quand on regarde cette diapositive, les propriétés in vitro antiparasitaires sont exceptionnellement grandes pour le valproate et l'acide valproïque, et aussi pour la risperidone, mais plus faiblement importantes et l'allopuridol, mais plus faiblement importantes pour d'autres molécules. De fait, il y a des antiparasitaires qui ont été utilisés en add-on chez les patients schizophrènes traités par antipsychotiques et montrent une amélioration globale sur l'échelle de fonctionnement global chez les patients qui étaient infectés par le Toxoplasma gondii. J'ai raté une diapo, mais c'est juste pour vous montrer aussi qu'on avait montré dans une étude que les patients qui étaient bipolaires, qui étaient traités par antiparasitaires et qui étaient toxopositifs avaient une évolution plus favorable dans leurs troubles et notamment avec moins d'épisodes dépressifs au cours de leur vie. Un autre antituberculeux cette fois-ci qui est utilisé aussi dans la schizophrénie, c'est la décyclocérine qui a la particularité d'être un agoniste partiel des récepteurs NMDA et donc de diminuer aussi là encore les anomalies dopaminergiques observées. Cet antituberculeux a été associé et utilisé chez les patients schizophrènes et montre une amélioration globale sur les symptômes généraux de la schizophrénie. Alors, je vais juste revenir aux voies inflammatoires impliquées dans la schizophrénie. Nous avons vu tout à l'heure que lorsqu'on était agressé par un agent extérieur, il y avait 2 voies inflammatoires pour schématiser qui étaient mises en action. Chez les patients bipolaires et chez les patients schizophrènes, on n'a pas du tout les mêmes profils inflammatoires. On a plus une voie pro-inflammatoire chez les patients bipolaires avec une voie TH1 majoritaire, et chez les patients schizophrènes, on a plus une voie anti-inflammatoire TH2. Donc l'idée, c'est que si ces patients sont très inflammés, il va falloir diminuer l'inflammation, et notamment en proposant des anti-COX-2, ce qui a été fait dans les littératures et en add-on avec des antipsychotiques. Et toutes les études montrent de façon convergente qu'il y a une forte amélioration des symptômes psychotiques et généraux chez les patients schizophrènes qui sont traités en add-on par anti-COX-2, et en l'occurrence le Celebrex qui a été beaucoup utilisé. D'abord, comment? En diminuant la voie des kynurénines, qui est extrêmement péjorative et délétère pour le cerveau, puisqu'elle entraîne la sécrétion de stress oxydatifs qui ne sont pas très bons pour le cerveau, et en diminuant aussi la cascade arachidonique connue chez les patients schizophrènes. On retrouve exactement la même chose chez les patients bipolaires. Alors, pour illustrer mes propos, on avait une patiente schizophrène qui est hospitalisée depuis 2 ans dans le service et pour laquelle elle ne s'en sortait pas du tout. Elle avait été traitée par plusieurs traitements antipsychotiques et finie sous clozapine. Cette femme avait été séparée de ses enfants puisqu'ils étaient à Angers à l'époque et elle n'avait pas pu les rejoindre parce qu'elle était très floride sur le plan symptomatique. Nous avons choisi de faire un profil inflammatoire chez cette patiente et il s'est avéré qu'elle avait une voie TH2 très élevée avec beaucoup de protéines pro-inflammatoires élevées dans la circulation sanguine. Donc on s'est dit qu'on allait lui proposer des anti-COX-2 en plus de la clozapine et regarder s'il y avait un effet à la fois sur la dimension clinique et biologique. Et il s'avère que cette patiente a pu sortir de l'hôpital 1 mois après l'instauration des anti-COX-2 avec en parallèle une baisse de l'inflammation périphérique et un retour au domicile chez cette patiente. Donc ça vaut le coup peut-être chez certains patients résistants de regarder un peu ce qui s'y passe au niveau inflammatoire. Alors l'inflammation elle est périphérique, certes, mais souvent elle a un point de départ digestif, et notamment ce qu'il a été montré chez les patients schizophrènes et bipolaires, c'est que la perméabilité intestinale est accrue, laissant passer dans la circulation sanguine des antigènes solubles, et notamment le LPS, les antigènes liés à l'alimentation comme le gluten ou la caséine, qui vont entraîner des cascades inflammatoires qui elles-mêmes sont extrêmement toxiques pour le cerveau, et qui seraient aussi à l'origine de développement d'auto-anticorps et de manifestations de maladies auto-immunes. Et notamment un lien entre la schizophrénie et le gluten et les maladies cœliaques ont largement été évoqués.
notamment dans la période d'après-guerre où il y avait des carences en farine, où on a montré que l'incidence de la schizophrénie était moindre. Par ailleurs, il y a certaines îles du Pacifique qui ne mangent très peu de blé, qui montrent que les incidences de schizophrénie sont moins importantes, ce qui a entraîné un auteur à dire que la schizophrénie est rare si le grain est rare. Alors, qu'est-ce que montrent les études sur les marqueurs cœliaques et la schizophrénie? On retrouve des anticorps antigliadines très élevés chez les patients schizophrènes, qu'ils soient en épisode récent ou en multiples épisodes. Simplement, ce qu'on retrouve, c'est que les anticorps anticœliaques sont essentiellement non spécifiques, puisqu'il s'agit de la gliadine, et n'atteignent pas la transglutaminase, qui est plus spécifique de la maladie cœliaque. Ce qui veut dire qu'il y a une sensibilité probable au gluten chez les patients schizophrènes et chez les patients bipolaires, qui entraîne là encore une augmentation de la perméabilité digestive. Donc l'idée, c'est de proposer des régimes sans gluten, dans ce cas-là, pour voir si les patients pour lesquels on met des régimes sans gluten, est-ce qu'il y a une amélioration des symptômes. Donc là, les études sont assez controversées. Globalement, il faut proposer des régimes sans gluten chez les patients qui n'ont pas une maladie cœliaque avérée, mais qui ont une sensibilité au gluten, et notamment qui ont des gliadines très élevées. Et notamment, ce qui a été montré, c'est que les patients pour lesquels, qui étaient hospitalisés en unité fermée pour une crise aiguë schizophrénique, pour lesquels on a mis des régimes pauvres en gluten et en caséine, sont sortis très rapidement de l'unité fermée pour être pris en charge dans des unités ouvertes, par rapport à des patients qui n'avaient pas été, pour lesquels on n'avait pas exclu de l'alimentation de la caséine et du gluten. Et lorsqu'on réintroduisait du gluten ou de la caséine, on avait un retour en arrière et une diminution des interactions sociales. Donc c'est une piste qui mérite d'être explorée au quotidien. Alors, quand on parle de l'inflammation périphérique, il faut parler aussi de l'inflammation centrale. Donc là, je vous illustre le cas d'une journaliste américaine qui avait défrayé la chronique, qui avait été diagnostiquée à tort bipolaire schizophrène pendant plusieurs mois. Et c'est un simple test de l'horloge qui avait permis de faire le diagnostic d'encéphalique limbique à un MDA, puisqu'elle avait mis ces chiffres tous à l'envers. Et donc, ils avaient supposé qu'il y avait une anomalie frontale et donc testé les anticorps anti-NMDA chez cette patiente. Les encéphalites limbiques, elles ont été décrites dans les années 90, puisqu'il y avait des manifestations psychotiques qui commencent par dominer ces tableaux. Puis ensuite, vous allez avoir des patients qui tolèrent très mal les neuroleptiques, qui vont avoir des troubles de la vigilance et qui peut entraîner un décès. Cette patiente, elle a traîné 6 mois en psychiatrie avant d'avoir le diagnostic final, et ensuite elle a été traitée par immunosuppresseur et été rétablie de façon très spectaculaire, et elle a pu écrire ce livre. Ce qu'on retrouve normalement dans l'encéphalite limbique, c'est on a des anticorps anti-NR1, qui est une sous-unité des récepteurs NMDA, qui entraîne une hyperglutapatergie, et donc les symptômes psychotiques, qui est retrouvée dans ces encéphalites limbiques. On retrouve également chez les patients qui présentent un accès maniaque une augmentation de ces auto-anticorps anti-NMDA dans la circulation sanguine, ce qui veut dire que lorsque les patients font leur épisode aigu, on a une inflammation périphérique et une inflammation centrale avec un déversement général de cette inflammation. Chez les patients schizophrènes, on a montré que 20% d'entre eux avaient certes des anticorps anti-NMDA, mais qui étaient plus focalisés sur une autre sous-unité qui n'était pas les encéphalites limbiques, et donc qui conférait là encore une inflammation centrale et permanente. Alors, on a parlé beaucoup de l'axe intestin-cerveau tout à l'heure avec Patrick Martin. Je vous ai parlé aussi du gluten. Là, je voulais illustrer encore mes propos par une patiente bipolaire qu'on avait eue dans le service, qui avait fait un accès maniaque inaugural, qui n'avait pas d'antécédent psychiatrique, et cet accès maniaque survenait 15 jours après une gastrectomie pour obésité morbide. Lorsqu'elle est arrivée, on a décidé de ne pas mettre de traitement thymorégulateur ou antipsychotique, et on a mesuré les marqueurs inflammatoires chez cette patiente, généraux et plus précisément au niveau digestif. Chez cette patiente, il y avait une augmentation de l'inflammation périphérique, mais également digestive, avec des marqueurs digestifs très spécifiques. Et donc, on a décidé de lui mettre du charbon actif afin d'absorber ces cytokines pro-inflammatoires de régime digestif. Elle s'est améliorée en 15 jours, de la même manière que les paramètres inflammatoires, et en particulier digestifs, ont disparu en même temps que cette patiente. Quand elle a arrêté le charbon plusieurs mois plus tard, elle a fait une dépression. Donc on a remis du charbon, et cette patiente s'est passée de thymorégulateur jusqu'à récemment. Voilà, donc juste pour conclure, juste avant de manger, donc le régime
méditerranéen est préconisé chez les patients schizophrènes parce qu'il est pourvoyeur d'acides gras de chaîne courte et d'oméga 3 qui sont connus pour leurs propriétés notamment antipsychotiques, anti-inflammatoires, d'amélioration de réponse au traitement. Donc ces auteurs proposent de donner des régimes crétois chez les patients schizophrènes afin qu'ils soient pourvoyeurs d'oméga 3 et de diminuer des trop d'acides gras qui sont négativement associés à une amélioration symptomatique des patients schizophrènes. Et juste pour conclure, un petit récapitulatif de ce qu'on peut proposer en plus chez les patients schizophrènes pour lesquels on ne sait plus trop quoi faire et pour lesquels il y a des précisions cliniques. Donc la luminothérapie, lorsqu'on a une dépression associée, ça ne coûte rien, ça ne fait pas de mal. Chez les patients infectés par les virus neurotropes et notamment HSV, CMV, la valcyclovir peut être intéressante. Chez les patients toxoplus, il faut préconiser le choix d'un antiparasitaire ou d'un antipsychotique qui est connu pour avoir ses propriétés in vitro antiparasitaires. Pour les patients qui ont présenté un épisode récent ou des symptômes négatifs, la minocycline pourrait être intéressante. Il faut baisser l'inflammation centrale et n'hésitez pas à doser les anticorps anti-NMDA. On a de très mauvaises surprises en psychiatrie chez ces patients-là qu'on retrouve de façon assez importante. Et pour contrecarrer l'inflammation périphérique, les anticox-2 sont très utiles puisqu'on a fait l'expérience avec des patients pour lesquels on a mesuré l'inflammation périphérique. Les oméga 3 qui sont retrouvés dans les poissons, l'huile de colza, les noisettes, les poulets, les œufs, enfin, etc. Le régime crétois aussi qui peut être intéressant chez nos patients. Et enfin, lorsqu'il y a une inflammation digestive chez nos patients pour lesquels il y a des alternances de diarrhée, de constipation, il ne faut pas hésiter à mesurer les marqueurs cœliaques, proposer des régimes sans gluten et sans caséine, et éventuellement proposer du charbon chez ce patient-là. Et je vous remercie.